Bon, alors, je vais commencer par une perle archivistique, puisque je suis historienne. Le 31 décembre 1968, un jeune professeur ordinaire de l'ULB présentait ses meilleurs vœux pour l'année 1969 à un collègue américain. Il ne s'agissait nullement d'une simple carte postale, mais de 3 feuillets dactylographiés, au cours desquels l'auteur retraçait pour son correspondant les événements principaux de l'année écoulée. L'Université de Bruxelles a subi une mutation profonde. Et comme c'est là que je vis, je vais te dire en quelques mots ce qui s'est passé. D'abord, une similitude avec la France. C'est qu'à Bruxelles, comme en France, les événements ont été presque complètement inattendus. Chez nous, par contre, un problème spécifique s'est posé. Celui de la structure d'une université libre comme l'est l'Université de Bruxelles. Cette organisation était peu démocratique, puisque le conseil d'administration, organe souverain, comptait certes des membres élus, mais était constitué en majorité de membres cooptés dont la cooptation se poursuivait de manière ininterrompue depuis la création de l'université en 1834. Dès l'instant où ce système de gouvernement a été contesté, personne ne l'a défendu. Aucun membre du Conseil, notamment, n'a essayé de le défendre parce que l'on se rendait compte que sur le plan des principes démocratiques, il était proprement indéfendable. Mais la chose extraordinaire, c'est que jusqu'aux événements de mai dernier, le système n'a pratiquement pas été contesté. On l'acceptait comme une chose allant de soi. Le syndicat socialiste du corps enseignant, qui ne groupe qu'un nombre faible de professeurs et d'assistants, car le syndicalisme est encore très peu entré dans les mœurs du corps professoral, avait bien demandé une réforme démocratique du conseil d'administration, mais on n'y avait prêté qu'une très faible attention. Le système apparaissait comme extrêmement solide. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit ébranlé. Et tout à coup, il s'est effondré d'un bloc parce que la contestation étant née, personne n'a pris sa défense. Bien que, poursuivait l'auteur, la seule capitale intellectuelle de la Belgique soit toujours Paris, on a vu surgir à Bruxelles des forces qui, par rapport à la France, ont un caractère nettement original. D'une part, une force syndicale de gauche très radicale, certes, mais non révolutionnaire, alors que le syndicalisme correspondant en France s'était largement laissé gagner par l'idéologie révolutionnaire. D'autre part, une force libérale au sens général du mot, réformiste si tu préfères, qui a su agir efficacement au sein même de l'université, alors que ceux qui correspondaient à ces libéraux en France étaient en général complètement débordés. Le schéma dès lors a été le suivant. Les syndicalistes de gauche ont proclamé qu'ils ne reconnaissaient plus l'autorité du conseil d'administration. Comme cette proclamation d'insubordination se combinait avec l'occupation des locaux par les étudiants contestataires, l'autorité s'écroulait. La force syndicale ne proposait aucune formule positive. Cette formule, ce sont les éléments libéraux qui l'ont immédiatement proposée, prenant ainsi et conservant l'initiative. La réforme que nous avons fait triompher, je dis nous, car j'ai joué dans ce mouvement un rôle actif, n'est pas une réformette. Elle est au contraire très audacieuse. Sur 40 membres du conseil d'administration, 32 sont désormais élus, et élus par les différents membres de la communauté universitaire. Il y a notamment 7 étudiants, 6 élus assistants et chefs de travaux, etc. Les élections se sont bien passées. C'est une expérience passionnante. Mais quel temps cela prend? Un autre aspect de la vie universitaire qui me prend un temps énorme est la préparation de la division linguistique de l'université.
La Belgique étant engagée sur la voie de l'autonomie culturelle, une université fonctionnant à la fois en français et en néerlandais ne peut plus le faire. Elle doit se scinder. Tu te rends compte du nombre de problèmes que cela pose. Alors, tel était, sans doute un peu simplifié, pour faciliter la compréhension d'un interlocuteur étranger, la vision qu'avait Jean Stengers des changements profonds intervenus à l'ULB au cours de l'année 1968. Il s'agit de la vision optimiste et quelque peu triomphaliste d'un professeur arrivé presque au fait de sa carrière, un observateur attentif et engagé de son temps, qui se vit comme un libéral réformiste. Ce document, remarquable par sa fraîcheur et sa spontanéité, me semble aussi intéressant pour ce qu'il dit que pour ce qu'il ne dit pas, évidemment. Et il va nous permettre de rediscuter brièvement les événements de 1968 à l'ULB. Et il va surtout nous donner l'occasion de compléter le tableau des acteurs, parce que c'est quand même un peu simple, hein, ce récit. Le tableau des acteurs, le tableau des processus et celui des matières impliquées dans les bouleversements du fonctionnement universitaire, bouleversements qui sont d'ailleurs loin d'avoir abouti avec la fin de l'année de la contestation. Alors, premièrement, observé à 50 ans de distance, il ne nous semble pas que le système de gouvernement de l'université à l'aube de 68 ait pu être qualifié de solide. Hein. L'université de Bruxelles était en crise larvée depuis plusieurs années. Cette crise revêtait divers aspects qui me paraissent importants pour comprendre les déroulements postérieurs aux événements de mai proprement dit. Le malaise existait en interne, dans l'impatience de plus en plus perceptible des facultés, gouvernées exclusivement par des professeurs ordinaires, face à la toute-puissance de l'un des trois dirigeants effectifs de l'institution, l'administrateur, dont on a parlé tout à l'heure. Celui-ci était une pure créature du président de l'institution, et il en était venu agir comme le maître des carrières, l'arbitre des besoins, l'ordonnateur de l'avenir. Mais sa légitimité était très effritée. Et bien avant 68, on a des traces dans certains PV de séances facultaires que j'ai consultés d'un vent de révolte. Hein. Et le terme de révolte est explicitement employé dans des facultés de professeurs ordinaires, hein, qui se lèvent lorsque l'administrateur intervient dans des questions académiques très importantes, et notamment s'oppose à des nominations jugées indispensables, ou dans la question du traitement ou de l'engagement de personnel administratif ou de personnel scientifique. Depuis 1965, circulent dans certains groupes de professeurs, depuis 1965, des rapports confidentiels visant à transformer en profondeur tant l'administration de l'université que ses procédures de recrutement et d'évaluation, ou encore même que l'affirmation de ses valeurs. Le libre examen est mis en discussion, enfin, en tout cas son importance est mise en discussion. Alors, il faut citer par exemple le rapport Kirchen, hein, du nom du président de la faculté des sciences sociales et politiques, qui décrit une université en déclin. Hein, ça aussi, ça m'a frappé en consultant les archives, c'est que l'université, à l'intérieur, se vivait en déclin, ce que personnellement, je n'avais pas senti en tant qu'étudiante, évidemment, à l'époque. Une université donc en déclin, gérée dans le secret, une institution dont les appuis aussi tendaient à disparaître, parce qu'à l'université de Bruxelles, on vivait assez mal, évidemment, la transformation du libéralisme dans
le cadre PLP et qu'on avait l'impression qu'à cet endroit-là, on avait perdu énormément d'appui politique interne, externe plutôt. C'est étrange de voir aussi que, par exemple, la loge n'est pas considérée dans ce type d'écrit comme un soutien véritablement actif. Qu'il n'y a plus guère que les anciens étudiants qui sont véritablement importants sur ce plan-là. C'est quelque chose d'intéressant à constater pour les années qui précèdent directement 68. Alors, bon, je ne veux pas mettre à donner des détails sur le rapport Kerschen. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il propose la transformation de l'ULB en une université d'élite. Voilà, ça c'était ultra sélective, avec des examens d'entrée, des professeurs triés sur le volet, qu'on change tout le temps, etc. Mais des méthodes, évidemment, des méthodes pédagogiques innovantes sur le modèle anglo-saxon. Dans un esprit, il faut quand même prendre ça en compte, dans un esprit tout à fait différent, en 1967, les enseignants affiliés à la CGSP, suite à l'organisation d'un colloque, produisaient une brochure intitulée « L'université de demain », qui est évidemment dans un tout autre esprit que le rapport Kerschen, et il s'agit, à mon avis, de ce à quoi Stengers fait allusion dans sa lettre. C'est un rapport pas extrêmement développé, mais intéressant, où l'anachronisme des structures de l'université est profondément mise en cause, et où la nécessité d'une contestation, et il y a des termes très intéressants, une contestation devrait apparaître, on en attend le surgissement, mais on ne sait pas comment elle va pouvoir se manifester, donc on est en 67. Donc ce rapport, alors bon, personnellement je n'ai pas mesuré l'importance de ce rapport, mais je pense que quand même ça était important pour donner des lignes de structuration à ce qui seront les positions du syndicat au moment de l'Assemblée libre et de l'occupation des locaux. À vrai dire, il existait depuis 1965 une commission pour l'étude de la réforme des statuts de l'ULB créée au sein du conseil d'administration. Mais celle-ci était paralysée par les importantes tensions existantes au sommet du pouvoir entre le recteur et l'administrateur, mais également entre le président et l'administrateur. L'acuité de ces tensions s'était affirmée avec l'émergence de questions plus globales liées à l'expansion universitaire, soutenue par la loi Jeanne de 1965, dont on a déjà parlé. Il était question d'acquérir un nouveau campus pour l'ULB. Il était question du dédoublement linguistique, dont on a parlé tout à l'heure. Et il y avait aussi des tractations assez ardues avec l'Université de Louvain en vue de ses extensions en zone bruxelloise et dans le Brabant wallon, qui constituaient tous ces problèmes des questions stratégiques de tout premier plan, mais à l'intérieur du conseil d'administration de l'université et même de ses 3 dirigeants principaux, il ne régnait aucune unanimité sur ces questions, ce qui rendait évidemment l'institution extrêmement vulnérable dans ses négociations avec l'extérieur et ce qui accentuait aussi à l'intérieur l'opacité des discussions. C'est donc une université faible, fragile, désorientée qui aborde l'année 68. Cette faiblesse contraste fortement avec la vigueur et la publicité des débats politiques sur les campus. Certes, les multiples organisations estudiantines qui les animaient, qu'elles soient liées au cercle
au cercle ou au syndicalisme étudiant étaient affectés par le morcellement de la gauche caractéristique de cette période. On s'y affrontait violemment entre maoïstes, communistes, trotskistes, socialistes et socialistes de gauche, mais il existait des aspirations suffisamment communes pour qu'il soit possible à certains moments et sur certaines matières de fédérer, sinon les convictions, du moins les énergies, la volonté de rupture avec le fonctionnement traditionnel de l'université porté par les assemblées libres et l'occupation joueront un temps ce rôle. L'occupation de l'auditoire Janson le 13 mai 1968, le succès des assemblées libres et l'investissement des locaux centraux de l'université furent des événements inattendus dans lesquels on ne peut nier l'influence parisienne. Mais cette inspiration ne me semble pas suffire à expliquer leur vigueur, leur durée et la détermination de leurs acteurs. L'influence parisienne est d'ailleurs elle-même, à mon avis, l'un des signes du profond mouvement d'internationalisation de la militance étudiante, dont certaines branches étaient d'ailleurs très proches de l'UNEF. Le mouvement étudiant présentait par ailleurs un élargissement perceptible depuis les années 60 du spectre de ses revendications et de ses positions politiques. Il se manifestait sur deux plans majeurs, la lutte de solidarité anticolonialiste et anticapitaliste prise au sens le plus large, culminant en 1967 avec les grandes manifestations de solidarité vis-à-vis du peuple vietnamien. Tout ça a été rappelé à de nombreuses reprises, mais également le combat pour la démocratisation de la société en général et de l'enseignement en particulier, y compris la mise en cause radicale dans certains secteurs, et spécialement à l'ULB, du contenu et des modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances. En faculté de psychologie, par exemple, autour de la personnalité que vous connaissez bien de Marko Abramović, on a publié un gros rapport avant les événements de mai sur la façon de donner cours, d'encadrer les étudiants, d'intégrer les étudiants plus faibles, etc. C'est un rapport très important dont on a aussi oublié un peu l'existence, mais que l'on peut retrouver dans les archives. À noter également, et donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que Else vient de dire, dans la gauche estudiantine, la majorité était favorable à l'autonomie d'une université libre flamande et par ailleurs relativement sympathisante des étudiants flamands de Louvain. Tandis que se poursuivait au travers des mois de mai et de juin 1968 l'occupation de l'université, pression essentielle et décisive sur les autorités centrales, ainsi forcées de renoncer aux anciennes structures et pour certaines d'entre elles de démissionner purement et simplement, l'Assemblée libre se démultipliait à l'échelon local des facultés, voire à l'intérieur de celles-ci, à l'échelon des corps facultaires. Ça me paraît être un mouvement très important pour la suite. D'un certain point de vue, évidemment, ce repli sur les facultés pourrait apparaître comme moins intéressant que les larges brassages caractérisés par l'Assemblée libre du Grand Hall ou de l'auditoire Janson. Mais en tout état de cause, ce mouvement de retour vers les facultés allait permettre l'enclenchement d'un remarquable travail de construction de revendications concrètes, susceptibles de mobiliser un grand nombre d'étudiants, moins politisés, et surtout d'enclencher le dialogue avec les enseignants, le personnel scientifique et le personnel administratif et technique sur un terrain familier aux uns et aux autres. À la faveur du règlement de la question pratique la plus urgente, celle de l'organisation des examens, se mettent en place des commissions paritaires. Ces organes seront des laboratoires très actifs d'une refonte du fonctionnement universitaire dans son ensemble. Le 18 juin 1968,
le très dynamique Conseil paritaire de médecine lance une invitation à tous ses homologues afin de coordonner le mouvement, d'échanger les expériences et de partager une charte. Une charte élaborée de commun accord entre la commission paritaire de médecine et la commission paritaire de polytechnique. Elle dessinait l'université démocratique et libre exaministe de demain. De cette mémorable rencontre naîtra l'interfacultaire, probablement l'organisme le plus original et le plus influent de toute la période de reconstruction des structures universitaires jusqu'à l'adoption des nouveaux statuts de l'ULB en juin 1970. L'interfacultaire regroupait les étudiants et le personnel scientifique impliqués dans les travaux de réforme des différentes facultés, écoles et instituts. Une structure voisine, l'Interpato, coordonnera bientôt les personnels administratifs, techniques et ouvriers. Au lendemain des vacances de 1968, dans le cadre de la structure élective provisoire dont s'était dotée l'université en juin, un nouveau conseil d'administration prenait la tête d'une université encore tumultueuse. Au sein de ce conseil, parmi les 7 étudiants, les 6 membres du personnel scientifique et les 4 membres du personnel administratif, technique et ouvrier qui y entraient pour la première fois, les élus issus de l'interfacultaire et de l'interpato étaient largement majoritaires. Le travail collectif sur les dossiers, les échanges réguliers, la coordination des votes conféra rapidement à ces élus, non pas certes un pouvoir de décision, le nouveau conseil d'administration était largement dominé par les professeurs ordinaires, mais une parole écoutée, une place respectée et par là même une certaine capacité à nouer des alliances décisives. La mixité de la cité universitaire, la participation de délégués étudiants aux travaux de toutes les commissions du Conseil, la possibilité de discussion par les étudiants de l'appel d'offres pour le nouveau centre de calcul, l'imposition d'un concours d'architecture pour le nouveau campus de la Plaine des Manœuvres en lieu et place d'arrangement entre amis sont autant de batailles inédites, gagnées dès l'année 68-69 grâce à l'argumentation et aux négociations réussies par les délégués issus de l'interfacultaire. Ce sont des conquêtes évidemment bassement gestionnaires, qui ont été conspuées par les étudiants les plus radicaux. Des avancées peu significatives, regardées avec distance par le collectif de la jeune revue Mai, considérée comme l'héritière intellectuelle du mouvement de contestation. Mais quelles qu'aient été les critiques, on ne peut cependant dénier à cette année transitoire de gestion participative de l'université un caractère de rupture totale par rapport aux anciennes pratiques, encore en vigueur quelques mois auparavant. Bien sûr, la nouvelle université qui se construisait n'avait rien à voir avec la communauté égalitaire, perpétuellement réflexive, critique, ouverte, combative et joyeuse, qui était au fond de l'imaginaire des participants à l'Assemblée libre. Cet imaginaire était d'ailleurs si vivant et si vigoureux qu'il occultait la vision que les partisans et les acteurs de la participation eux-mêmes pouvaient avoir de l'importance de la transformation en cours. Néanmoins, cette nouvelle université n'avait plus rien à voir non plus avec l'institution hiérarchisée, déférente et opaque d'avant mai 68. Sur le plan des acquis de cette année académique, il convient d'insister plus particulièrement sur ce qui me semble être la réussite la plus importante de l'interfacultaire. La décision par le conseil d'administration transitoire de la mise en place d'une assemblée constituante, un autre type d'assemblée constituante, élue sur une base totalement paritaire, chargée d'élaborer les nouveaux statuts de l'université, ceux qui avaient été construits à la hâte par les anciennes autorités durant l'été 68, n'ayant qu'un caractère provisoire. Alors, la constituante
s'identifierait, donc son travail s'identifierait à la mise en application de l'article 36 de ces statuts transitoires, indiquant que toute révision des statuts de l'ULB devrait à l'avenir être précédée d'une consultation de la communauté universitaire. Durant l'été 68, les professeurs avaient entrepris de construire une nouvelle architecture pour le gouvernement de l'université. C'était la commission d'études et de réforme. Elle travaillait sans délégation des corps scientifiques et étudiants. La revendication d'une constituante démocratique et indépendante s'imposa comme un mot d'ordre remarquablement rassembleur. Ni la gauche de la gauche, ni le centre droit, pour parler de manière schématique, ne purent s'y opposer valablement. Or, pourtant, il s'agissait d'un effort politico-administratif considérable pour l'université. Il fallait réitérer une campagne d'élection. Quelques mois après les élections au conseil d'administration, l'Assemblée constituante devant rassembler 102 membres. Il fallait la faire vivre, organiser l'information, le travail des commissions et l'audition des experts. La constituante fut installée le 19 mai 1969. Elle travailla durant 1 an. L'ultime bataille fut celle qui devait assurer que dans le nouveau conseil d'administration, aucun groupe, et on entend ici par groupe celui des professeurs et celui des non-professeurs, ne puisse disposer de la majorité absolue en dehors du vote des membres extérieurs du conseil. Les nouveaux statuts prévoyaient la présence au conseil d'administration de 8 membres issus du monde économique, social et politique, appelés membres extérieurs ou cooptés dans les nouveaux statuts. 4 de ces membres devaient être cooptés par le groupe des professeurs et 4 autres par les autres corps de la communauté universitaire. Que cette bataille ait eu lieu et ait trouvé finalement une issue acceptable témoigne de manière assez flagrante du pouvoir d'influence et de l'effet d'entraînement qu'avait acquis l'interfacultaire. Il appartenait également à la constituante de dessiner le fonctionnement des organes décentralisés de l'université, à savoir les facultés, écoles et instituts. La question des prérogatives professorales s'y posait avec une particulière vigueur. Dans certaines facultés, le conseil paritaire consultatif avait du mal à faire entendre sa voix, dans d'autres, il avait acquis une certaine légitimité. Pour les grandes batailles de conseils facultaires, de commissions paritaires facultaires, il y a la grande grève de Polytechnique qui a joué un assez grand rôle dans la radicalisation des revendications à ce sujet. Mais c'est finalement sur la base de la qualité du travail accompli dans certains conseils facultaires, que se mit finalement en place la structure bicamérale encore active aujourd'hui. Sous la présidence du doyen élu, une commission spéciale se prononce sur les questions de nomination dans le corps enseignant. C'est le fameux monopole des professeurs. À la VUB, il a été beaucoup plus finalement contesté qu'à l'ULB. Mais sous cette même présidence, une autre chambre fonctionne, le conseil facultaire proprement dit, qui fonctionne de manière participative pour l'ensemble des autres matières facultaires. On remarquera que cette structure confère une représentativité extrêmement importante aux doyens. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles le pouvoir des doyens restera une des grandes caractéristiques du fonctionnement de l'université de Bruxelles. Il est intéressant de constater par contre que l'aspiration importante qui s'était manifestée en 1968 dans le milieu des enseignants et chercheurs des facultés des sciences exactes en direction d'une organisation en département, et ici on rejoint le mouvement qui est né et qui a été alimenté à Louvain, donc
une grande partie des enseignants et chercheurs, et notamment au sein du syndicat, étaient favorables, surtout en sciences exactes, à casser les facultés, et à les remplacer par des départements supposés faciliter la recherche et surtout la détitularisation de l'enseignement. C'était une revendication importante au niveau syndical. Il faut dire que cette réforme a eu énormément de mal à s'imposer à l'ULB et il fallut plusieurs années après la mise en place des nouveaux statuts pour qu'elle pût, dans certains secteurs, trouver un commencement de mise en œuvre sans qu'elle n'entraîne d'ailleurs un affaiblissement de la structure facultaire. On oublie souvent que parmi les discussions et les revendications portées dès mai 68 par la contestation, y compris parmi les étudiants, le développement de la recherche était au programme. En fait, la recherche n'était nullement généralisée au sein de l'université. On peut considérer, par exemple, qu'en faculté de médecine, le conflit qui opposait les fondamentalistes aspirant à une meilleure prise en compte de l'activité de recherche aux cliniciens, supposés tout-puissants dans la branche, a joué pour beaucoup dans le dynamisme et la force d'influence du Conseil paritaire de médecine aux premières heures de la contestation. Et en son sein, le personnel scientifique était particulièrement actif et déterminé. C'est néanmoins la question de l'enseignement qui devait accaparer l'essentiel des énergies au niveau de l'université tout entière, raison pour laquelle probablement la structure facultaire resta vigoureuse. À partir des années 1970, les conseils de section se mirent à fonctionner, entamant une cascade de transformations tant dans l'offre d'enseignement que dans le contenu des cours et les méthodes d'apprentissage, ce qui rejoint ce qu'a dit Elge pour la VUB. L'euphorie réformatrice à laquelle les étudiants prirent une part très active se heurta malheureusement rapidement à l'asphyxie des ressources universitaires engendrées par les difficultés politiques considérables de la mise en pratique de l'expansion universitaire et puis par la crise économique. Dès 1971-72, on note le reflux de la participation étudiante et de la participation professorale aux élections au conseil d'administration. Les différentes délégations qui existent sont empêtrées dans les premières commissions dites de la hache, destinées à réduire les budgets avec l'aval de tous. Et la participation au sommet apparaît alors de plus en plus comme un piège, situation récurrente lors de chaque période de pénurie. Le corps du personnel scientifique fut peut-être celui qui maintint avec le plus de continuité sa vigilance et sa présence revendicative auprès des organes centraux. Rappelons que les réformes de l'immédiate après 68 en avaient considérablement augmenté le recrutement. Rappelons surtout qu'il se battait pour obtenir un statut officiel après avoir vigoureusement combattu en 1968 pour défaire les liens de subordination personnelle très étroits qui étaient d'usage depuis toujours avec les chefs de service et les patrons. Cette trajectoire politique divergente du corps scientifique et du corps estudiantin a contribué sans doute à défaire la coordination qui avait existé entre eux durant les années de construction du nouveau paysage institutionnel de l'université. Cette évolution vers l'isolement du corps étudiant n'a pas manqué de le fragiliser, à l'échelon du conseil d'administration tout au moins. Au plan facultaire, après d'importantes luttes en faveur de l'avis pédagogique et en matière de contenu de l'enseignement, on a pu ensuite observer un rétrécissement des objectifs revendicatifs. Je ne pense pas qu'il faille déduire de tout cela que la lutte étudiante s'est effacée. Elle a repris de l'ampleur dans des configurations très différentes, avec les luttes d'opposition à la hausse du Minerval, les
la lutte d'opposition aux politiques de frein de l'entrée en médecine et aussi la lutte en faveur de l'inscription des étudiants étrangers issus des pays pauvres. C'est une toute autre configuration de combat. Bon, je ne vais pas poursuivre beaucoup plus loin dans le temps le récit de l'évolution institutionnelle et sociale de l'ULB. Je pense que ce travail reste à réaliser et qu'il doit compléter, en le relisant de manière critique, l'important volume réalisé par André Despy-Meyer et André Uttebroek pour le 150e anniversaire de l'université. C'est un jalon important de cette histoire. Mais avant de conclure, j'aimerais proposer quelques considérations plus générales relatives aux événements que j'ai relatés. L'expérience dans laquelle s'est engagée l'ULB est une expérience originale. La contestation a touché les autres universités, on vient d'en parler, mais n'a pas débouché sur des transformations de la même nature. On le comprend évidemment pour Louvain, aux prises avec d'autres urgences. Si l'on regarde ce qui se passait à Liège, on peut évidemment arguer du fait que, comme université d'État, la question de son mode de gouvernement ne se posait pas de la même manière, les interlocuteurs n'étant pas les mêmes. Il faut néanmoins remarquer que le mouvement étudiant qui existait n'y a pas prétendu à la participation. Il a gardé une structuration de type syndical et une plus grande unité. Il a maintenu des positions visant au contrôle étudiant, en tentant d'imposer une liberté complète d'information et d'introduction d'observateurs dans les instances dirigeantes. La tentation de ce type de position a existé également à l'ULB, chez certains militants d'extrême gauche et plus généralement dans le courant des années 70, lorsque les terribles difficultés financières de l'université avaient tari les grandes ambitions réformatrices. Une autre caractéristique du mouvement étudiant liégeois est qu'il ne semble pas avoir trouvé la voie d'une entente constructive avec d'autres corps de la communauté universitaire. Se pose alors la question de savoir ce qui a rendu ce type d'alliance possible à l'ULB. On peut évidemment évoquer la culture solidaire et progressiste d'une partie du personnel de l'institution, représentée au sein notamment du syndicat CGSP. On peut certainement penser à une homogénéité socio-culturelle plus grande dans l'ULB de 1968 entre la population étudiante et les autres corps de la communauté. On doit faire référence au rôle de personnalités fortes et politiquement assez clairvoyantes, actives au sein du personnel scientifique de l'époque. Des Philippe Moureau, des Hervé Asquin ont été assurément très actives, notamment dans l'interfacultaire. Mais il importe aussi de pointer l'impulsion très puissante qu'ont apporté les communistes dans la mise en place, le fonctionnement, la vision politique de l'interfacultaire. Le récent dépôt aux archives de l'ULB des papiers de Jackie Nagels permet de mesurer l'énergie organisatrice, la réflexion permanente, la production écrite considérable de ce dirigeant, à l'époque chercheur en sciences économiques. C'est lui, je pense, en grande partie, qui a contribué à faire vivre l'interfacultaire. À vrai dire, il s'agissait pour lui et autour de lui, pour les militants étudiants et enseignants qui l'encadraient, d'expérimenter une politique de rassemblement des progressistes à l'échelon local, au moment où le parti lui-même élaborait une ligne de cette nature, dans un contexte sociopolitique belge très troublé, mais aussi en présence de l'appel de Collard, au rassemblement des progressistes. C'était une espèce de variante de l'appel de Collard. Alors on pourra juger de cela comme on voudra. Cet élément de l'histoire des changements de l'ULB, des changements à l'ULB, est aujourd'hui complètement oublié. Surtout, il est devenu complètement illisible. Mais je considère qu'il a été très important.
La coagulation de la contestation étudiante de mai 68, l'Assemblée libre et les 50 jours d'occupation de l'ULB, l'irruption de l'insolence, la brusque ouverture des possibles, ont permis que s'effectue sur un rythme étonnamment rapide la modernisation d'une université qui ne fonctionnait plus. Celle-ci s'est redécouverte comme une communauté, un vieux concept remontant au Moyen-Âge. Sur cette base, parfois réellement vécue, parfois purement incantatoires, des relations internes nouvelles se sont mises en mouvement. Des structures totalement inédites ont été construites. Elles ont présenté une remarquable longévité, puisqu'elles ont perduré, moyennant de très superficiels aménagements, durant plus de 40 ans. La forme donnée aux facultés est d'ailleurs toujours d'actualité aujourd'hui. Les statuts de 1970 donnaient sans aucun doute le pouvoir aux professeurs. Ils reflétaient néanmoins un compromis, permettant aux autres corps de la communauté universitaire d'exercer des pressions décisives, voire d'emporter des résolutions pour autant que leurs délégués fassent de la politique, c'est-à-dire qu'ils argumentent, qu'ils pratiquent la négociation, qu'ils sachent nouer des alliances. Ajoutons qu'en 1968 et au début des années 1970, faire de la politique supposait aussi informer sa base, entretenir son attention et sa mobilisation, faire l'effort d'une réflexion sur les avantages collectifs. Dans l'univers compétitif et concurrentiel des universités massives d'aujourd'hui, de telles conditions sont extrêmement difficiles à réunir, et principalement la dernière de celles-ci, une situation qui a eu raison des statuts de 1970, laborieusement issus des ruptures de mai 68. Je vous remercie.